Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Ridouane Chahid, député bruxellois. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, celle concernant Hervé Gillard, bourgmestre de Gansoron. Alors qu'il ne connaît pas encore la décision de son parti suite au Conseil de conciliation et d'arbitrage, mais est-ce que selon vous, il doit faire un pas de côté ? Alors, je pense qu'il faut lui laisser la paternité de ce choix. C'est à lui de juger s'il estime ou pas de se mettre de côté. La seule chose qui me paraît importante, c'est qu'il faut prendre le facteur gestion communale et de bien se rendre compte qu'une implication dans un quelconque dossier peut être néfaste dans la gestion de la commune et pour l'image de la commune. Maintenant, je pense qu'il est assez grand pour juger lui-même s'il doit se mettre en congé ou pas de son poste, le temps en tout cas que toute la clarté soit faite sur cette affaire. S'il était au Parti socialiste, comment ça se passerait? Ce serait à lui de décider? Je pense qu'en tout cas, il a été convoqué au sein de son parti et qu'on ne connaît pas encore la réaction officielle de son président de parti. Une chose est sûre, c'est qu'il n'est pas inculpé. Et tant qu'on n'est pas inculpé et qu'on n'est pas jugé, on est présumé être innocent. Donc laissons-lui encore le choix de... Si jamais il fait un pas de côté, oui. Est-ce que le Parti socialiste va réclamer le majorat pour Michel Carté? Ça, c'est une discussion qui ne se pose pas encore, je pense que... Et puis, c'est une on question peut réfléchir, interne. Parce que Mme Carté avait fait plus de 1000 voix, plus de 1700 voix, et tandis que la deuxième sur la liste, elle n'a fait que 345 voix sur la liste du MR. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à l'heure actuelle des choses, il n'est pas inculpé, il n'a pas encore fait un pas de côté. Et si la question devait se poser, je pense que Michel Carté est la plus à même à pouvoir occuper la fonction dans la mesure où elle l'a fait par le passé. Alors, vous êtes échevin à Evere. Oui. Est-ce qu'il y a un problème avec le bal du bourgmestre Rudy Verwoerd? Bon, il n'y a pas de problème. C'est une question qui nous revient chaque année de la part d'Écolo. Et avant Écolo, c'était le Vlaams Belang qui posait la même question. Écolo qui est dans l'opposition? Qui est dans l'opposition, oui. Enfin, le bal du bourgmestre est organisé par une association. Les gens qui y travaillent, à savoir certains ouvriers communaux, le font sur base volontaire. Et les autres, le bal se voit facturer une prestation pour le personnel qui y travaille et les représentants du bal payent la facture telle qu'ils l'en font depuis plusieurs années. Quand Écolo Groen dit qu'on envoie des courriers depuis la maison communale, depuis la commune, avec des timbres communaux pour faire un appel aux dons? Oui, enfin, c'est une fausse polémique. Je pense qu'ils doivent prouver par A plus B ce qu'ils disent. Enfin, voilà, c'est une tempête dans un verre d'eau. Est-ce qu'il n'y a pas, au-delà de ça, un problème sur le phénomène des bourgmestres empêchés? Une hypocrisie? Non, justement. Je pense que les choses sont très claires. Ici, Rudy Verwoerd est bourgmestre en titre au sein de sa commune. Bernard Clerfay l'a fait à l'époque lorsqu'il était secrétaire d'État au fédéral. Il avait clairement indiqué dans toutes les publications officielles qu'il était bourgmestre en titre. Je pense que ce n'est pas une hypocrisie. C'est une façon aussi de dire aux gens, je suis bourgmestre en titre, je le suis, je le reste légalement, mais pendant que j'occupe d'autres fonctions, je désigne quelqu'un d'autre pour continuer la politique que je vous ai promis que j'allais mener pendant 6 ans. Alors, on a appris hier l'arrêt de la Cour constitutionnelle concernant les cours de religion et de morale laïque dans les écoles. C'est un arrêt pour vous qui va dans le bon sens? Ah oui, c'est un arrêt qui va dans le bon sens. Et nous avons d'ailleurs, via Caroline Désir, déposé une résolution au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui va un peu plus loin que ce qui est prévu dans la déclaration de politique communautaire, où l'on demande des cours de citoyenneté, que les cours de religion soient remplacés par les cours de citoyenneté qui nous permettront de ne plus stigmatiser les élèves en fonction de leur opinion philosophique, et puis qui nous permettront aussi de rassembler les élèves, de leur expliquer ce que c'est que la citoyenneté, ce qu'est l'histoire des différentes religions. Donc pour vous, plus de cours de religion, c'est terminé? Pour moi, je pense que nous allons vers la bonne direction. Alors maintenant, j'invite Mme Milquet à aller de manière, parce qu'il y a un moment, et le moment est arrivé, à aller vers la mise en place du décret qui nous permet de séparer les 2 heures qui sont actuellement destinées aux cours de religion, une pour le cours de citoyenneté et une toujours pour le cours de religion, ce qui permet toujours de laisser la possibilité à ceux et à celles qui veulent continuer à suivre des cours de religion, de pouvoir les suivre. Alors, au fédéral, la participation des ministres, de deux ministres de la NVA et du président de la Chambre à la fête nationale flamande du chant, est-ce que c'est un nouveau faux pas de la NVA? C'est un scandale. C'est un scandale, mais un nouveau faux pas de la NVA, oui. Une incompréhension totale de la part du mouvement réformateur aussi. Je ne comprends pas
comment est-ce qu'un parti francophone qui a défendu pendant des années la Belgique, un parti dans lequel on peut retrouver des Belgicains comme M. Armand de Decker, on peut s'asseoir autour d'une table avec des ministres, des vice-premiers, un président de la Chambre, premier personnage de l'État, qui crie que la Belgique crève. Pour moi, ça me pose un certain problème et je me demande si on n'est pas de plus en plus dans une société qui, par les mesures et par l'attitude de certains ministres fédéraux, on rentre dans une certaine banalisation de certaines valeurs qu'on nous a toujours inculquées. Voilà. Charles Michel répondait hier, être séparatiste, ce n'est pas un délit. Mais non, ce n'est pas un délit. Par contre, être loyal vis-à-vis de l'institution que l'on défend et que l'on représente, c'est un délit. Mais ils n'étaient pas là comme représentants du gouvernement. Oui, mais ça, vous savez, on ne fait pas la distinction. À un moment donné, quand vous êtes à une manifestation quelconque, vous êtes aussi ministre de l'Intérieur, vous êtes aussi président du Parlement fédéral. Voilà. Vous n'allez pas me raconter qu'en rentrant à la manifestation, ils ont enlevé leur poste de ministre et quoi, s'il se passait quoi que ce soit dans ce pays, à qui on aurait appelé. Quand on voit le dossier des prépensions, est-ce que vous avez l'impression que la NVA essaye de saboter la concertation sociale? Je pense qu'en tout cas, la NVA essaye d'instaurer au sein de la Belgique un nouveau mode, un nouveau système de concertation qui en fait n'en est pas un, à savoir on décide et on impose. Alors, on passe sur les matières régionales. Ce matin, au Parlement bruxellois, on abordait la résolution concernant la mise en œuvre du RER, résolution que vous avez déposée. Quelle sera sa portée? Alors, tout d'abord, c'est une première puisqu'on dépasse le cap de la résolution qui sera votée par la majorité, puisque le MR, la NVA, le PTB ont annoncé qu'ils allaient soutenir la résolution. C'est un peu dommage que l'attitude frustrante des colos n'ait pas permis de rejoindre cet élan bruxellois qui permettra de rappeler au fédéral quels sont les enjeux du RER pour Bruxelles, mais aussi pour le pays. Je rappelle que la congestion automobile coûte chaque année à Bruxelles 511 millions d'euros, et c'est Bessie qui le dit, ce n'est pas moi. Et je rappelle aussi que mettre en place un réseau ferroviaire qui permettra à tout le monde de venir travailler dans les bonnes conditions, ça facilitera l'économie de tout le pays. Et quelle marge de manœuvre du gouvernement bruxellois face au fédéral? La marge de manœuvre, elle est simple, c'est la négociation. Point. On sait déjà qu'il y a eu un premier pas lors du comité de concertation de février dernier. On sait que des groupes de travail avancent sur le fait de pouvoir mettre en place plus de 60% du réseau puisqu'il existe. Il suffit en fait... Madame Galland a dit que pour 2017, on mettrait en place toute une série de choses. Nous invitons Madame Galland à le mettre encore de manière plus rapide. Si on le sait le faire demain, eh bien nous serons contents. C'est possible de le mettre dès demain? C'est possible. Parce que 2017, c'est quand même pas dans très longtemps. Vous savez, il y a 60% du réseau qui est déjà en place. Il suffit de mettre des trains dessus. Certaines études disent que la mise en place du RER, ça permettra d'absorber les besoins de mobilité supplémentaires, mais qu'on gardera la congestion qu'on a actuellement. C'est pour ça que le RER, c'est un complément par rapport à toutes les politiques de mobilité que l'on doit offrir. Le RER n'est pas la seule réponse aux problèmes de congestion que Bruxelles connaît. Il faut effectivement que l'on continue à renforcer l'offre de transport en commun en développant encore plus le métro. Il faut pouvoir aussi donner des alternatives à ceux qui font des petits trajets, que ce soit en matière de vélo, mais alors il faut permettre des pistes cyclables sécurisées. Et puis, il y a encore un modèle de transport en commun que j'avais défendu pendant plusieurs années et que je pense qu'il y a aussi une réponse, c'est la mise en place d'un transport scolaire qui permettra à des parents de ne plus faire le chemin domicile, école, travail. C'est une concurrence avec la STIB. Non, il peut le faire. La STIB peut être l'opérateur. La STIB peut être l'opérateur. Alors, un dossier qui est nouveau sur le devant de l'actualité, c'est le projet de tramification du 71. Hier, le ministre Smet écoutait les riverains, les commerçants. Est-ce qu'on pourrait abandonner cette tramification et passer à autre chose? Alors, la tramification, elle était inscrite dans l'accord du gouvernement et nous l'avons défendue. Maintenant, nous ne sommes pas sourds et je pense qu'il faut être ouvert et qu'il faut entendre les riverains s'il y a une opposition massive par rapport au projet. Je pense qu'il ne faut pas avoir les yeux fermés ni les oreilles, il faut pouvoir les entendre. Et si la majorité des riverains consultés disent non au tram, eh bien il va falloir choisir une autre option. Alors on fait quoi? Eh bien il y a plusieurs alternatives. J'ai entendu parler d'un trolleybus, j'ai entendu parler d'une modification de la circulation qui permettrait au bus 71 d'être plus rapide sur le tronçon Port de Namur, place Flaget. Donc il faut réfléchir à plusieurs alternatives et mettre toutes les pistes sur la table. Et s'il faut abandonner le tram,
abandonnons le tram. Ouais, donc Brigitte Groels avait vraiment défendu ça ici, le Parti socialiste était derrière. On avait soutenu. Là, vous faites marche arrière. Non, on ne fait pas marche arrière. À un moment donné, on a soutenu le projet de la STIP et de Brigitte Groels. Maintenant, nous allons vers la concertation et vers les habitants et nous leur mettons le projet sous les yeux. S'ils nous disent de manière massive, après la deuxième réunion, c'est non, on ne va pas persister et leur imposer un projet dont ils ne le veulent pas. La crainte des habitants, c'est celle des vibrations. Et on le voit pour d'autres projets de tram. La STIB, elle a des réponses par rapport à ça? Il y a des réponses. Alors ça nécessite évidemment un investissement, notamment par le renouvellement de rails. Nous l'avons fait à la rue Édouard Stukens à Evere, où le tram passe à moins de 5 mètres des maisons. Des travaux ont été effectués pour renforcer les rails, pour diminuer la vibration. Sur certains trams, puisque nous ne pouvons pas le faire sur les trams 2000 par exemple, mais que nous sommes obligés d'encore continuer à utiliser. Mais il y a des réponses et il y a des réflexions qui se font là-dessus à la STIP. Encore un mot sur ce 71, ça veut dire que si une population, un endroit local, refuse un projet d'intérêt régional, on peut faire marche arrière. On a vu ça aussi avec le parking dans les Marolles. On peut en tout cas les écouter, je crois qu'il faut les entendre à un moment donné. Mais ça peut bloquer finalement un développement intéressant pour toute la région. Pas bloquer, il faut réfléchir, se mettre autour d'une table. Ici, les riverains de la Porte de Namur ne bloquent pas. Ils viennent avec une alternative qui est le trolleybus. Écoutons l'alternative, discutons de l'alternative. Alors, dans le dossier du bâtiment Citroën, on a appris que la région est tombée d'accord pour acquérir le bâtiment en vue d'installer un musée d'art moderne et d'art contemporain. Mais on ne sait toujours pas ce qu'il y aura dedans. Il n'y a toujours pas d'accord. C'est pas un peu dangereux comme démarche, ça? Ah non, ce n'est pas dangereux. Ça participe justement à toute la dynamique qui a été mise en place par Rudy Verwoerd, à savoir qu'il voulait un musée d'art moderne et contemporain à Bruxelles. Il avait dit qu'il le voulait le long du canal. C'est fait, le bâtiment le long du canal a été acheté, c'est celui de Citroën. On y développera évidemment un musée, du logement, de l'espace privatif. Donc il y a tout un concept qui va s'y développer. Mais le noyau, c'est quand même les œuvres. Alors maintenant, la deuxième étape, effectivement, ça va être de voir avec le fédéral comment est-ce qu'on peut acquérir ou négocier la mise en place ou la location. Et Elke Sleurs, elle bloque quand même sur une partie des collections du musée d'art moderne, très clairement. Elle bloque aujourd'hui. Maintenant, il faut se mettre autour d'une table, voir sur quoi elle bloque, sur quelle collection elle bloque, et voir s'il n'y a pas une ouverture possible. Vous n'avez pas peur de vous retrouver finalement avec un bâtiment dont on ne sait que faire? On a vu d'autres cas. Le CPS, par exemple, avait acquis le Familistère Godin, et puis maintenant essaye de le revendre parce que les frais sont trop élevés, ne sait pas quoi en faire. Non, je crois qu'il faut pouvoir être ambitieux. Il faut pouvoir placer Bruxelles en haut de la carte. Et mettre en place un musée d'art moderne et de contemporain, c'est aussi dire que Bruxelles va être au centre des visites touristiques dans le monde. Et pour ça, il ne faut pas avoir peur, il faut être ambitieux, aller taper à la porte du fédéral et négocier avec eux les différentes œuvres qui sont actuellement au fédéral. On veut un effet Bilbao. On veut un effet bruxellois. Parfait, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, les experts recevront Youssef Hamdichi et Karine Lalieu. Bel après-midi, belle soirée à tous.